Bonjour à tous et merci d'être encore une fois aussi nombreux pour ce programme de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine, programme intitulé Ça va chauffer, un programme agréable mais un programme également utile. Nous avons décidé de commencer cette émission en rappelant à tout le monde que le coronavirus existe bel et bien et que nous vivons sous l'emprise de cette pandémie de Covid-19. Et donc, il faut que chacun de nous fasse attention parce que, eh bien, si on veut arriver à vaincre ce coronavirus, il faut bien que individuellement nous fassions très attention, que nous respections ce qu'on appelle les mesures barrières, mais en même temps, il faut faire en sorte qu'au niveau collectif, les choses aillent bien. C'est de cette façon que nous pourrons continuer d'avancer et continuer de réduire le nombre de morts, le nombre de cas d'infection sur notre continent. Nous sommes en plein, ça va chauffer, vous connaissez le principe. Nous avons un plateau central ici à Libreville, capitale du Gabon, et puis nous avons des Georgettes, les chroniqueuses, on les appelle les Georgettes dans cette émission. Elles sont disséminées à travers le continent et il y en a même une qui se trouve en dehors du continent. Nous allons commencer par celle qui est tout près de moi. Bonjour Axel. Bonjour Georges. Comment Bonjour ça tout va? le monde, ça va très bien. C'est quelle couleur? Bleu, jaune? J'ai du violet et... Du violet et du jaune. Il y a un sens particulier? Non. Non. Ok. La semaine s'est bien passée? Très bien passé. Très bien passé. Alors, j'étais en train de rappeler à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs et à toutes les Georgettes qu'il faut continuer de faire très attention. Et il est question de commencer cette émission en faisant de la sensibilisation. On avait un peu oublié ça pendant un moment, mais on revient à cela. Nous allons prendre notre envol à partir des Seychelles. Les Seychelles sont de très belles îles africaines. En tout cas, si vous en avez les moyens, faites-y un tour. Vous allez voir que c'est paradisiaque et ce sont des îles qui comptent en Afrique. Les Seychelles, c'est l'un des pays qui se positionne le mieux au niveau de tout ce qui est indice de développement, qui se positionne le mieux, et c'est à partir des Seychelles que nous avons décidé de prendre notre envol aujourd'hui pour parler de solidarité, en tout cas solidarité contre le coronavirus. Aux Seychelles, nous avons pu suivre ces messages de sensibilisation pour que nous puissions vaincre le coronavirus par la solidarité, mais nous en avons profité pour apprécier ce décor magnifique, cette mer bleue qui nous attire et qui pourrait vous attirer également si vous en avez les moyens, comme je le disais, et si vous avez envie de passer des vacances de rêve. Nous allons faire un peu le tour pour voir comment se portent les différentes Georgettes. Déjà, il faut dire que Carole à Douala, Carole Guissot, est un peu malade, donc se retrouve même pas sur le banc des remplaçants, mais n'est pas classée aujourd'hui. Et puis, il y a aussi de l'autre côté, Pulchéry en Côte d'Ivoire qui n'est pas disponible. Bonjour à vous deux, bonjour à Carole, bonjour à Pulchéry. Mais je crois qu'en Italie, ça marche. Nous avons Adrienne. Adrienne, bonjour. Comment va Adrienne? Bon, Adrienne est bel et bien présente, mais on la retrouvera tout à l'heure. On va prendre la direction du Ghana, Accra, où se trouve Sabrina. Sabrina, bonjour. Bonjour Georges. Voilà, comment ça va Sabrina? Bonjour. Ça va très bien aujourd'hui. Merci. Alors, je souhaite que vous parliez fort pour qu'on vous entende bien. C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu vous avoir parce qu'il y a eu une grosse panne d'électricité. Quelle est cette histoire? Exactement. Oh, Georges, il faut dire que Accra, c'est vraiment le fief on appelle ça light-off ici, le fief des light-off, que ce soit de l'eau ou de l'électricité. Ne vous attendez pas à avoir ça toute une semaine d'affilée. C'est vraiment des choses, ça se coupe trop souvent. Il y a trop de coupures d'électricité et trop de coupures d'eau. Où je vous parle en ce moment, il y a coupure d'eau, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent et récurrent ici. Bien. Aujourd'hui, je crois que ça va très bien. Vous-même, vous allez bien aussi? Oui, je vais très bien. Moi, ça va bien. Où est passée cette coiffure qu'on a appréciée l'autre fois? Avec les 4 boules. Oh, cette coiffure, c'était un peu chaud aujourd'hui pour la réaliser, mais vous l'aurez la prochaine fois. Et qu'est-ce qui a marqué votre semaine à Accra? Qu'est-ce qui s'est passé à Accra? De bon comme de mauvais, on a envie de le savoir. Bon, cette semaine, rien de particulier à Accra, juste que les commerçants sont un peu
sont un peu mécontents parce qu'il n'y a pas beaucoup l'affluence n'est pas revenue. On va dire que le pouvoir économique n'est pas encore revenu comme il le souhaiterait après le coronavirus. Et surtout, les frontières, le président a annoncé dimanche dernier que les frontières vont réouvrir le 1er septembre. Donc, c'est ce que les gens attendent avec impatience pour voir si le pouvoir d'achat va réaugmenter ou si les choses vont rentrer dans l'ordre. Ok, je vous retrouve tout à l'heure, Sabrina. Il faut rappeler que vous êtes à Accra, vous êtes à Accra, pardon, vous intervenez donc du Ghana. Permettez-nous de faire une bonne petite transversale pour nous retrouver. En République démocratique du Congo se trouve Maître Josepha Pumbulu. Bonjour Josepha. Bonjour Georges. Ah, ça va bien? Oui, ça va bien, sauf qu'on a des petits soucis. Alors, il faut dire que vous nous avez manqué, parce qu'on ne vous a pas eu sur 2 samedis et vous étiez très occupés, vous êtes très actifs, en tout cas dans la société civile à Kinshasa. Oui, on était dans les ateliers style réforme. Il y a des réformes étant souhaitées par, je peux dire, toutes les parties prenantes en ce qui concerne la loi électorale et la loi organique qui propose la CNI. Donc les gens souhaitaient voir, nous, en tant qu'organisation des femmes, nous avons évalué toutes les lois en rapport avec la participation politique de la femme. Alors nous avons élevé quelques défis et nous allons élaborer un. Alors Josepha, je vais vous reprendre tout à l'heure parce que on vous perçoit pas bien, on vous perçoit même, je dirais, mal. Je vous reprends tout à l'heure. Permettez-nous d'aller à Dakar. À Dakar où se trouve Nogueï. Nous sommes au Sénégal. Bonjour Nogueï. Bonjour Georges. Nogueï, allô, bonjour Nogueï. Bonjour Georges. Bonjour. Nogueï, nous vous entendons de façon très faible. Alors, bonjour Georges. Nogueï? Oui. Voilà, vous allez parler. Bien. Ah, c'est mieux, voilà. C'est bien mieux, c'est bien meilleur. Ok, alors comment allez-vous Nogueï? Ça va très bien et vous? Oui, moi aussi ça va. Quand j'entends la tonicité de votre voix, eh bien, je suis content, ça va. Dakar, il n'y a pas eu de grands problèmes cette semaine? À part les inondations, par-ci, par-là, l'une des actualités de la semaine, c'est le voyage du président Macky Sall au niveau de la France, le pays colonisateur, pour participer à l'activité des entreprises de France, la MEDEF. C'est pour la relance de l'activité économique au niveau du Sénégal, pousser les Français à réinvestir au Sénégal et pour relancer l'activité économique au Sénégal. Tout le monde sait qu'avec la pandémie, tous les secteurs ont été pratiquement paralysés. Et cette activité-là a permis au président de la République de revendre le Sénégal et pousser les réinvestisseurs à vraiment se relancer sur le marché économique. Mis à part ça, nous avons aussi la relance du dialogue opposition-pouvoir qui a débuté cette semaine. Et on peut, avec l'ancien du Conseil économique et social, M. Famara Sagna, et on peut dire qu'il y a eu de grands pas en avant parce qu'on a eu la suppression du référendum qui a été réinstauré en début 2016. Avec les élections locales, ils se sont rendus compte que ça allait être très compliqué d'instaurer le référendum, d'instaurer le parrainage, du moins. Donc, il y a eu suppression du parrainage. Cela n'existe plus maintenant. Et mis à part ça, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons les inondations cette semaine. La banlieue dakaroise est inondée, surtout au niveau des écoles, alors que les élèves sont en période d'examen en fait. Surtout les élèves qui font le CFE, c'était la semaine dernière, le baccalauréat commence la semaine prochaine et le BFM. Les élèves vont faire les examens les pieds dans l'eau et c'est vraiment dommage, un des problèmes de l'Afrique. Voilà. Nous avons donc la température de Dakar, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant les dieux de la technique peuvent nous permettre de nous retrouver à Milan en Italie? Adrienne, bonjour. Bonjour Georges. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Et vous?
Oui, ça va bien ici également. Axel, je crois que ça va. Hein? Oui, ça va. Voilà, nous, ça va bien ici et nous sommes contents d'être en contact avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine de très particulier là-bas à Milan? C'est vrai, vous avez dit l'autre fois qu'il faisait chaud, c'était l'été, tout le monde sortait, mais en même temps, les chiffres du coronavirus montaient. Voilà. Ben, aujourd'hui, il faut dire que les températures sont assez bonnes, elles sont douces. On est à 21 degrés parce qu'il pleut en ce moment. Il pleut? Et oui, il pleut depuis hier. Et on va dire quoi, c'est un été mouillé? Non, pas vraiment, parce que bon, généralement après le 15 août, il commence à pleuvoir et puis bon, tout doucement les températures commencent à baisser, tout doucement. Bon, donc là, on a encore du beau temps. Disons que le week-end est un peu mouillé, mais bon, ça va. Bien. Alors, avec vous, on va introduire... Comment? Oui, avec moi. Avec vous, on va introduire le tout premier sujet de notre émission. C'est vrai que depuis quelque temps, nous avons traité de sujets très importants, développement, démocratie, etc. Mais aujourd'hui, on a décidé de relâcher un peu les choses, de voir au niveau des mœurs, au niveau des habitudes, au niveau des sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Vous le savez très bien. On dit que quand une femme a plusieurs conquêtes, ça ne fait pas joli. Par contre, quand c'est un homme, on dit que c'est un dur. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Hein? Je pense que le sujet est déjà en train de faire rire plusieurs. Vous ressentez ça comme une discrimination? C'est un sujet de société. Hein? Est-ce que vous ressentez ça comme... Non, parce que j'entends la voix de Sabrina, celle qui répond en ce moment. Oui, Sabrina, vous pouvez intervenir. Hein? En fait, j'étais en train de dire que déjà que le sujet est en train de faire rire plusieurs d'entre nous, c'est qu'il est vraiment d'actualité, c'est un sujet de société, mais c'est pas tant une discrimination, c'est comme ça depuis la nuit des temps, donc on le dit. Vous êtes sûr que c'est comme ça depuis la nuit des temps? On va le laisser. Mais de plus en plus, on dit qu'il faut que les femmes et les hommes aient les mêmes droits, donc vous devez être traités de la même façon, quel que soit le problème. Non, je pense que la fidélité de la femme est beaucoup plus liée à sa dignité. Ok, attendez, donnez-moi quelques minutes, le temps de dire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité d'intervenir. Ils connaissent notre numéro de téléphone. Pour ceux qui sont au Gabon, c'est le 074 55 11 02. Et pour ceux qui sont en dehors du Gabon, c'est le plus 241 74 55 11 02. Allez, on plante le décor sous les commentaires d'Axel. Suivez cette déclaration de Emma Lewes. Une femme n'a pas le droit d'avoir deux gars. Une femme n'a pas le droit d'avoir deux maris. Elle n'a pas le droit d'avoir deux copains. Une femme qui a deux copains, deux gars, deux maris, ce ne sont pas tes maris ni tes gars, mais ce sont tes clients. Parce que devant Dieu, tu es une prostituée. Mais un homme qui a plusieurs femmes, tu es un prince de Dieu. Ces propos sont des préjugés qui perdurent dans la société. Êtes-vous d'accord avec cela? À vous la parole. Alors, vous avez la parole. Et c'est vous qui avez introduit ce sujet, Axel. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que la société... C'est normal ou c'est pas normal? Je trouve que ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal? Non. La société est un peu trop dure envers les femmes, en fait. Donc les femmes, vous voulez avoir autant de conquêtes que les hommes, c'est ça? Non? En fait, ce n'est pas... Parce qu'on parle de démocratie, on parle de liberté, des droits de l'homme. Je pense que chacun a maintenant le droit de choisir comment il veut vivre, en fait. Et tout ce que la femme fait, si elle a des enfants trop tôt, on en parle. Si elle a des enfants trop tard, on en parle. En fait, tout ce qu'elle fait, elle se marie, elle ne se marie pas, elle ne veut pas travailler, elle veut travailler. Elle est toujours constamment plus critiquée que l'homme. Et je trouve ça vraiment injuste. Donc vous trouvez qu'on est plus dur vis-à-vis des femmes? Oui. Et plus flexible concernant les hommes? On pardonne pratiquement tout à l'homme. Alors quand on dit on, quand vous dites on pardonne tout, on c'est qui? C'est la société. La société, oui. Dans la société, il y a des hommes et il y a des femmes. Oui, mais justement, même les femmes, malheureusement, elles continuent cette tradition-là de mettre le tort sur l'homme, en fait. Ça me rappelle un peu l'affaire du président Bill Clinton avec Monica Lewinsky. C'est le président, en fait, qui couche avec une secrétaire. Elle, c'est quelqu'un de rien du tout. Et dire non à un président, c'est pas facile, en fait. Mais on peut dire non. En fait,
sa vie à elle a été détruite alors que lui, il continue. Alors que normalement, ça doit être des deux côtés en fait. On ne peut pas juste blâmer l'un et laisser l'autre. Soit les deux tombent, soit on essaie... Celui qui a eu le plus de difficultés dans cette affaire, c'est Bill Clinton, non? Non, je ne pense pas. Il a été, le monde entier a parlé de son infidélité, etc. À la limite, on a oublié la photo, l'image de Monica Lewinsky, non? Non, justement, on l'a oublié parce qu'on l'a tellement... On a cherché à la faire disparaître en fait. C'est elle qui a fait, qui détruit un mariage, qui fait ceci, etc. Et j'aimerais ajouter que dans des sociétés, il y a la polyandrie existe en fait, comme au Kenya avec les Maasai, au Nigeria, on va y revenir. Alors, donc ce n'est pas... on va y revenir. Adrienne, est-ce que vous êtes d'accord avec Axel qui dit que la société dans laquelle se trouvent les hommes et les femmes, la société est plus regardante concernant les femmes et beaucoup plus flexible concernant les hommes? Oui, la société, elle a raison, elle a pleinement raison. Parce que depuis que le monde est monde, les hommes ont toujours eu le dessus. Qui vous a dit ça, que c'est vrai que depuis que le monde est monde? Oui, c'est vrai. Oui, c'est comme ça, parce que bon, moi je pars du principe d'un passage biblique qui dit que la femme, elle est créée à partir de la côte de l'homme. Et puis bon, donc ça veut dire que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme est à la recherche de sa côte. Il est à la recherche de sa côte. Donc tant qu'il ne l'a pas trouvée, lui, il continue de la rechercher. Mais justement, il peut en trouver 2, 3. Comment 2? Non, il y a une seule côte. Quand il en trouve 2, 3, c'est pas un problème. Non, bon, c'est vrai, dans les sociétés où la polygamie est permise, bon, d'accord, il va se marier à toi. Bon, moi, je n'ai pas encore parlé de la polygamie. Je dis, un homme se trouve avec 2, 3, 4 femmes, on dit, bon, c'est un prince, c'est un dur. Et une femme qui a 2, 3 mecs à son actif, eh bien, on trouve que non, c'est pas joli. Bon, je pense aussi que c'est parce que l'homme veut prouver sa virilité. Et c'est aussi une forme de compétition envers les semblables. C'est-à-dire qu'un homme qui a la capacité d'avoir 3 femmes, enfin 3 nanas, ou bien, si on peut s'exprimer comme ça, 4 ou 5, bon, devant les autres, bon, il dit, regardez ce que je suis capable de ramener, moi. Et puis, si c'est des hommes aussi qui sont restés vraiment attachés à leur maman. Mais parlons des femmes. Parlons des femmes. Mais oui, mais c'est ce que je dis, mais les femmes... Est-ce qu'une femme qui a 2, 3 mecs peut dire à ses copines, ah oui, moi j'ai 2, 3 mecs... Oui, de nos jours... J'ai du succès. Oui, de nos jours, on peut se vanter un peu. Hein. Si on a de bonnes amies, on peut se vanter un peu dans le secret. On peut dire, ah moi j'ai au moins 2, 3. Et puis l'important, c'est pour ça que ça finance aussi, c'est ça. Vous avez dit quoi, de nos jours? Oui, de nos jours. Okay. Peut-être que les mamans ne le faisaient pas. Donc ça commence à passer alors, vous voulez dire que ça commence à passer, ça commence à être admis. C'est pas une belle image quand même d'être une femme et puis bon, accompagnée d'avoir 2 ou 3 mecs à la fois. Parce que bon, la femme, je vais dire depuis la création, la femme elle est celle qui porte les enfants, elle est celle qui a le pouvoir sur la famille. Donc bon, c'est un peu pour ça qu'elle est blâmée lorsque bon, elle essaie d'être un peu libertine comme ce que fait l'homme. Et puis bon, voilà quoi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que vous voyez ça. Est-ce que c'est de cette façon que Sabrina, qui avait déjà commencé à réagir sur la question, Sabrina, est-ce que c'est comme ça que vous voyez également la chose? La société est plus sévère, j'allais dire, vis-à-vis des femmes et les moins concernant les hommes dans cette histoire de sentiments. Sabrina. Oui, exactement. Si c'est le cas, la société, oui, elle est beaucoup plus regardante sur les faits et gestes de la femme. Elle est beaucoup plus attentive à ce que la femme fait ou ne fait pas, à ce que la femme est ou n'est pas. Mais il y a quand même, je pense, selon moi, il y a des sujets où, du moins, il y a des choses qui ne doivent pas changer, quelle que soit l'évolution du temps, quelle que soit l'évolution des mœurs. Par exemple, ce fait-là que l'homme peut être en couple avec plusieurs autres femmes et la femme ne le peut pas. La fidélité de la femme dans ce cas n'est pas tant liée à l'évolution des mœurs, mais à une dignité personnelle, à une dignité qui dépasse les générations. Quand une femme est fidèle, ce n'est pas parce qu'elle veut prouver quoi que ce soit à son homme, mais c'est parce qu'elle respecte son corps. On est comme un réceptacle, ça on le sait tous. Donc, une femme qui a plusieurs, on va dire quoi,
plusieurs conquêtes, reçoit plusieurs dépôts, que ce soit spirituel, que ce soit physique ou autre. C'est pourquoi on se retrouve parfois avec des femmes qui ne savent même pas qui est le père de l'enfant. Parce qu'elles ont tellement de conquêtes qu'après être tombées enceintes, bon, elle ne sait pas trop si c'est Jacques, Jean, Pierre ou Paul. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je ne pense pas que cette question devrait évoluer avec les mœurs. Je ne pense pas que la question de la fidélité de la femme doit aller comme ça, comme si on parlait comme si on parlait d'économie, comme si on parlait de sport, de société. Quelqu'un a dit la femme c'est sacré. Il doit rester comme ça. Quelqu'un a dit la femme c'est sacré. Justement, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Oui, la femme c'est sacré. Est-ce que c'est plus sacré que l'homme? C'est pourquoi. Oui, bien sûr. Oui, la femme est plus sacrée que l'homme. Elle est bon? beaucoup plus sacrée que l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand un homme a trouvé une femme, si elle lui est infidèle, il va préférer arrêter la relation et aller ailleurs complètement. Il va carrément se détourner de cette femme-là. Et l'inverse? Une femme peut facilement pardonner l'infidélité de son homme. L'inverse, elle peut pardonner. La femme peut pardonner avec le cœur pour ça, mais les hommes ne pardonnent pas l'infidélité. Mais c'est tout ça. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais c'est tout ça qui nous fait dire qu'il y a beaucoup plus de liberté qu'on accorde à l'homme. Même la femme accorde beaucoup de liberté à l'homme. Avant même qu'on aille... Depuis la nuit des temps. Comment? C'est comme ça depuis la nuit des temps. En fait, je dis parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Alors, il faut bien qu'on arrive dans le jour des temps non plus. Vous ne voulez pas qu'on arrive dans le jour des temps? mais moi j'estime qu'actuellement, si les... dans le jour des temps, mais pas... J'estime que si les femmes en ce moment peuvent aussi être infidèles, c'est une façon un peu d'évacuer aussi la frustration. OK. Une femme quelle frustration? Oui. Non, mais savoir que ton homme te trompe à longueur de journée, mais il y a des femmes qui ont le courage quand même d'aller voir ailleurs, et puis bon, nous sommes quitte. Ah bon, vous avez ajouté qui ont le courage d'aller voir ailleurs. Bon, allons voir en République démocratique du Congo. Josepha, vous avez écouté 3 Georgettes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Josepha? Oui, merci beaucoup, je viens d'écouter. Oui, je suis là, je ne sais pas si ça arrive, ma voix. La communication est toujours pas très bien avec Josepha en République démocratique du Congo. Il va falloir qu'on croise les doigts, qu'on les attache et que les dieux de la technique nous rejoignent. Permettez-nous d'aller voir à Dakar Nogueï. Nogueï, qu'en dites-vous? Vous êtes une jeune femme, vous regardez comment la société se comporte. Vous avez votre avis sur cette question? Je pense que la société est beaucoup plus regardante au niveau des femmes parce que les femmes symbolisent le socle de la société, l'équilibre de la société. Nous élevons les grands hommes, nous faisons le monde. Donc, il est normal que nous ayons un certain... Qui a crié? C'est moi, c'est Sabrina. Nous élevons les grands hommes. J'aime cette phrase. Qu'est-ce qui vous fait crier? Nous élevons les grands hommes. Comment? C'est pour cela que la femme est sacrée. Élève les grands hommes. Bon. Parce qu'elle est sacrée. Bon, attendez, on va retourner à Dakar. On va permettre à Nogueï d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle disait. Nogueï? Oui, je disais. Vous avez fait crier Sabrina, hein? Oui. Donc, je disais, pour maintenir l'équilibre au niveau du monde, il faudrait que la femme ait un certain nombre de valeurs et d'éthique. Et donc, c'est très normal que la société soit très regardante au niveau de la femme. Et qu'on se dise la vérité, dans toutes les religions du monde, la femme est élevée à un certain niveau comme une reine. Comme nous sommes des reines, et une reine, elle ne doit pas s'abattre à certaines bassesses, en fait. Et vous avez dit tout à l'heure de quelque chose de très important. Vous avez dit, depuis la nuit des temps, les femmes se battent pour avoir le même niveau, les mêmes droits que l'homme. Je pense que ceci n'est pas notre combat. Nous ne menons pas un combat pour avoir beaucoup de maris, beaucoup d'hommes dans notre vie. Le combat des femmes aujourd'hui, c'est vraiment de lutter contre les violences conjugales, de lutter, par exemple, contre l'égalité au niveau salarial, de mériter notre respect dans tous les secteurs du monde. Donc ça, c'est notre combat. Après, je pense que tout est une question de respect, de dignité et d'éthique. Après, au niveau des hommes, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Ah non, il faut que vous en parliez. Non, parce que tout dépend. Par exemple,
en fonction de ma société à moi. Dans ma société sénégalaise, nous sommes à majorité un peuple musulman. Donc, les musulmans, tout le monde sait que les musulmans sont des polygames. Donc, ils peuvent avoir 4 femmes. Oui. Mais il est écrit qu'une femme peut avoir 4 maris. Là, au Sénégal, la bigamie, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Mais attention, Nogueï, je n'ai pas encore parlé de mariage. Hein. J'ai dit conquête, une femme qui a 2 mecs, 3 mecs. J'ai dit un homme qui a 2, 3 copines. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas encore parlé de mariage. Oui. Mais de mariage. En dehors du mariage, tout est une question d'éthique, de dignité, de respect de soi et de sincérité surtout. Alors comment se fait-il que concernant la femme, on parle d'éthique, de dignité, de respect de soi, et concernant l'homme, bon ben, il y a un relâchement total. Ah, mais tout est une question d'éducation. D'éducation? Exactement, tout est une question d'éducation. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est une femme qui l'a dit, hein. Elle dit que les hommes, quelle que soit l'éducation qu'ils ont reçue, donc vous voyez, hein, donc ce n'est peut-être pas une question d'éducation, ils sont tous nés du même père, de la même mère. En parlant de... Moi, par exemple, en parlant de leur infidélité. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est à nous de changer les choses. C'est vrai que depuis la nuit des temps, surtout dans le monde, les hommes ont tendance à être infidèles. Mais après, je pense que c'est à nous, les femmes, de corriger ça. Si on éduque nos enfants dans la fidélité, la sincérité, le respect de la femme, mais c'est normal qu'ils ne grandiront pas en étant infidèles. Alors, question Nogueï, une question. Oui. Alors, vous dites que si on éduque les femmes dans le respect de ceci, de cela, on va avoir des hommes fidèles. Alors, vous voulez dire que depuis la nuit des temps, les hommes n'ont pas été, on va dire quoi, bien éduqués? Mais on va parler dans un contexte africain. Donc, en Afrique, tout le monde sait que, par exemple, au niveau de l'Afrique, les hommes ne sont pas éduqués. Ils sont éduqués comme des rois. On se dit la vérité. Ici, c'est les femmes qu'on éduque. En Afrique, on éduque les femmes. On leur dit oui, tu dois respecter ton corps, tu dois respecter ton mari, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Mais les gens vivent dans le libre arbitre. Mais les hommes, on leur dit, vas-y, lâche-toi, libère-toi. C'est ce qu'ils veulent, en fait. Et on n'éduque pas les hommes en Afrique. Ce sont des petits rois. On se dit la vérité. C'est mon avis personnel. Ah bon? Mais les hommes doivent être contents d'être des rois, parce qu'un roi, être un roi, c'est bénéficier, profiter de beaucoup de privilèges. Mais justement, pour éduquer un roi, il faut lui apprendre les bonnes valeurs pour qu'il puisse avoir une reine à ses côtés et respecter cette reine-là et lui être fidèle. Ok. Alors, vous pensez que ça va changer un jour? Bien sûr. Moi, j'y crois. Je pense qu'avec cette nouvelle génération-là, c'est à nous de changer les choses. Le travail commence par nous. J'ai envie de rire. Ok, d'accord. Vous pouvez bien rire, hein, il faut en rire. Mais bien sûr, c'est des choses qui vont arriver à un moment donné. Chaque femme rendra son homme fidèle parce qu'avec les temps qui courent, ce sera quand même compliqué d'avoir plusieurs femmes. Beaucoup de maladies aujourd'hui dont on ne parlait pas avant. Donc, mais les choses arrivent progressivement. L'éducation... Sabrina, Nogueï, l'éducation d'un garçon, d'un homme commence au bas âge par sa maman, par donc une femme. Mais bien sûr. Mais alors, bien sûr. Aussi, regardez. On dit que quand il... pardon. Je disais... Oui, je disais que... Oui, c'est pour ça que souvent on dit que les hommes, ils ont une épouse ou bien ils ont une maîtresse parce qu'ils recherchent le vide qu'a laissé la maman. Une fois qu'ils se sont séparés de la maman, qu'ils sont partis, ben, ils ont envie de combler ce vide-là. Ah bon? Mais justement... Donc ils cherchent beaucoup, ils font beaucoup de conquêtes, c'est pour ça. Ah bon? Justement, vous nous apprenez des choses, hein? Alors là, j'apprends des choses, oui. hein? Oui. Parce qu'il y en a qui se séparent difficilement de leur maman. Ok, Nogueï? Comme on le dit, voilà. Nogueï est d'accord avec ça? Oui, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Je disais que c'est nous qui éduquons les grands hommes, c'est nous qui faisons les hommes. Donc, il est normal que nous, femmes, nous, mamans, que nous ayons un certain nombre de valeurs, à ne pas nous rabaisser, à avoir, dire que non, les hommes ont deux femmes, 3 femmes, pourquoi pas, je ne peux pas avoir 2 copains de mari.
Non, nous ne sommes pas dans ce combat-là. Exactement. On voit des fois comment des mamans, sont, je ne vais pas dire heureuses, mais ont un petit sourire en coin quand elles voient leur rejeton, leur garçon avec un certain nombre de conquêtes. Ah, mon fils, il est beau. Ah, mon fils, il plaît. Oui, il y a des mamans qui sont très heureuses. Ah, ça vous rend heureuse, hein? Moi, c'est vrai, j'en connais. Non, moi, j'en connais. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des mamans qui sont très heureuses. Et d'ailleurs, même elles peuvent même dire à leur fils, vas-y, jusqu'à ce que tu trouves celle qui te convient. Donc, pour avoir beaucoup de conquêtes, vas-y, force. Voilà. D'accord. Alors, on y va maintenant? Mais Georges. Oui. Alors vous... Même dans l'éducation, il y a une chose qu'on voit très, très régulièrement. Oui. Quand une femme pleure, quand elle est encore petite, personne ne lui dira une femme ne pleure pas, une femme, elle doit être forte. Alors que quand elle pleure, un homme pleure, un garçon pleure lorsqu'il est petit, on dit un homme ne pleure pas, un homme il est fort, il ne doit pas montrer ses larmes, il ne doit pas montrer sa faiblesse. En fait, c'est de toutes ces choses-là en fait que certains caractères se développent dans que ce soit l'intelligence ou du moins dans l'intellect de l'homme ou de la femme. C'est dès le bas âge. Moi, je pense que comme a dit Nogay, si une femme est censée faire un grand homme, qu'elle fasse un seul grand homme, mais pas qu'elle s'éparpille comme ça chez tous les hommes en même temps. Question directe, Sabrina. Vous avez des frères? Oui, j'en ai 2. Des grands frères, hein? Ou bien même... Oui, exactement. Okay. Alors, quand ils changent de conquête, quand ils ont beaucoup de conquêtes, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes heureuse, vous êtes contente de les voir ou bien ça vous fait bizarre? Allons-y, dans la franchise. Ça me fait très bizarre parce que je le leur dis. Dans la franchise, ça me fait très bizarre parce que je leur dis que si les frères des autres me faisaient ça à moi, eux, ils ne seraient pas d'accord. Donc, ils se casent et qu'ils arrêtent de me montrer le mauvais exemple. Ah, ok. Alors, est-ce que les dieux de la technique sont avec nous? On a envie d'entendre Josepha. On veut savoir ce qu'elle en pense, Josepha. Josepha, les dieux de la technique aujourd'hui ne sont pas avec nous. Alors, on va faire un peu le point, Axel. On a entendu beaucoup de choses, hein? Et vous, ça vous fait quel effet de voir, par exemple, votre frère, votre oncle, votre cousin, etc., avec un certain nombre de conquêtes? Moi, ça ne me plaît pas, en fait. Ça ne vous plaît pas? Oui, parce que... Et pourtant, on a dit que les femmes sont contentes de voir leurs parents, leurs frères, leurs fils en train de montrer qu'ils sont des hommes. Parce que, en fait, je suis une femme et je sais que la plupart des femmes s'investissent dans les relations. Certaines viennent préparer, elles font des cadeaux, elles font ceci, elles font cela. Et donc, parfois, elles pensent que c'est la bonne personne, c'est le mariage. Certaines même... voilà, elles ont des prétendants, mais elles vont abandonner tous les prétendants pour quelqu'un qui a 15 ou 16 personnes, en fait. Ça me fait forcément mal, en fait, parce que je me dis, elle est peut-être en train de perdre son temps, dépenser son énergie, ses années, sa beauté. En fait, sa force, quoi, pour quelqu'un qui va la remplacer dans 2 mois ou dans 2 semaines. C'est pas joli. Non, c'est pas joli à voir. C'est pas joli. C'est pas joli à Mais voir. on dit quand même, vous avez entendu Emma Louès, hein, un homme qui a plusieurs conquêtes, bon, ben c'est un prince, c'est un roi. C'est la société qui pense ça, moi je ne le pense pas. Mais dans la société, il y a des femmes, hein. C'est ce que je dis. Malheureusement, les femmes, elles devraient penser à... Il y a des femmes qui pensent comme ça aussi, hein, qui sont d'accord avec ça. C'est ce que je dis. On devrait penser à éduquer aussi les hommes, leur parler... C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voulez dire que les hommes ne sont pas éduqués? Nogay tout à l'heure disait que d'accord, c'est comme ça depuis la nuit du temps, mais il faut changer l'éducation. Mais attendez. Un exemple simple à la maison, c'est la femme, on va s'attendre à ce qu'elle fasse le ménage, qu'elle prépare, qu'elle fasse la vaisselle, qu'elle fasse Donc vous attendez que chaque maman dise à son garçon, pourquoi ne pas déjà... quand tu vas être adulte, à partir de l'adolescence, tu ne dois pas avoir plus d'une copine. Oui, pourquoi ne pas partager les tâches et apprendre certaines choses en fait. Alors, il y a quelque chose pour que l'homme puisse se mettre à la place de la femme et que les relations soient beaucoup plus équilibrées. Alors, il y a quelque chose qui va vous faire bondir peut-être, vous, amis téléspectateurs, vous, amis auditeurs, et puis vous, les Georgettes. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, un homme a le droit d'avoir au moins deux femmes. Je n'ai jamais compris cet argument-là. Pourquoi justifier ça par ça, en fait? Sabrina non plus.
Sabrina non plus. Non, j'ai jamais compris cet argument-là. Si, il y a oui, j'ai jamais compris cet argument. Il ne tient pas la route, vu que avant nous, il y a des gens qui se sont mariés à une seule femme et il y avait toujours des femmes Sabrina, qui étaient là. Tout le monde ne se mariera pas. C'est pas moi Tout qui ai le monde ne inventé. se mariera pas. C'est pas moi qui ai inventé la notion de deuxième bureau, de troisième bureau, hein? Hein? Sabrina, c'est c'est pas ce que tu as bon, dit. Georges, Tu as c'est dit pas que bon. depuis la nuit des temps, c'est comme ça, les hommes sont infidèles. C'est comme ça. Alors, non, C'est gay. comme... Non, voilà. Nogueï, comment on règle le problème? Il y a plus de femmes que d'hommes, il paraît. Mais Comment on fait alors? Nogueï, si elle parle, elle va parler dans un contexte religieux. Nogueï, dans un contexte religieux, comprend très bien ce que vous dites. Par exemple, y a pas que dans la vie d'un être humain, il n'y a pas que la religion, il y a tout. Hein. Ah, mais exactement. Mais moi, genre, c'est personnel. Je vais donner mon avis personnel et je vais donner en fonction de comment moi je pense, comment moi je vois les choses. Oui. Donc, chez nous, la communauté musulmane, on a permis aux hommes d'avoir quatre femmes. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'au jour de la résurrection, que sa communauté soit beaucoup plus grande. Mais il y en a qui ont les 4 femmes et puis ils ont deux bureaux extérieurs. Il y a les 4 femmes et puis il y a 2 bureaux extérieurs. Ça existe, effectivement. Ça existe, effectivement. Et c'est le problème dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est un problème beaucoup plus profond. Ok. Ça commence depuis le bas âge, je vous l'ai dit. Ok, d'accord. Alors, on attend les réactions des femmes, auditrices et téléspectatrices, et puis des hommes également, hein, parce que là, je suis entouré que de femmes, j'ai des avis des femmes. Donc, faites très attention. Ce n'est pas votre combat. Alors, donc, je retiens que vous avez décidé de refaire notre éducation. Bon, allez-y, faites-le. C'est vous qui faites notre éducation depuis notre bas âge, donc allez-y. On le fera avec les enfants, c'est plus possible. On le fera avec les enfants, c'est plus possible de le faire avec des gens qui ont déjà grandi dans la société. Alors nous c'est raté, c'est loupé, hein. Oui, Voilà, la c'est loupé. vieille génération, c'est loupé. Donc vous voulez dire que nous on a le droit de continuer d'avoir 2, 3 femmes Non, plus non, 4 bureaux extérieurs. non, non. Ok, d'accord. Ok, alors je vais vous passer une musique dont le début va vous plaire et puis le contenu également va vous plaire parce que c'est très africain. Mais écoutez bien le début. C'est une chanteuse gabonaise qui s'appelle Animba. Elle chante un morceau qui interpelle la femme, qui demande à la femme eh bien, de résister et de faire en sorte que les hommes changent. Animba, il faut que vous fassiez preuve de vigilance, mais il y a aussi des femmes qui soutiennent quand même, il ne faut pas le cacher, et peut-être qu'elles sont très nombreuses, qui soutiennent que ces idées aient la peau dure, que les hommes soient des princes quand ils se présentent avec de multiples conquêtes, et que les femmes soient vilipendées quand elles font pareil. En tout cas, c'est ça, c'est comme ça que le monde continue. Et comme vous l'avez dit, vous espérez, en tout cas les Georgettes, qu'un jour, on va atteindre un équilibre. En tout cas, on croise les doigts, hein, on croise les doigts. Et on espère qu'on va atteindre cet équilibre. Je le dis en souriant parce que il y en a beaucoup qui y croient et puis il y en a qui n'y croient pas du tout. Maintenant, on va donner la parole à une autre femme, mais pour parler de toute autre chose, de l'actualité culturelle et artistique concernant le continent africain, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs. Le Festival international du film documentaire de Saint-Louis se tiendra du 15 au 19 décembre 2020. Ce festival est un rendez-vous qui rassemble tous les ans près de 10 000 spectateurs dans plus d'une vingtaine de lieux de diffusion à Saint-Louis et à Gandiol autour d'une 50aine de films documentaires. D'un pays à un autre, en Côte d'Ivoire se tient chaque année le Festival des grillettes d'Abidjan. C'est un événement des plus populaires dans le pays. Pour cause de Covid-19, le moins que l'on puisse dire, c'est que les organisateurs du plus grand événement gastronomique et culturel du pays qui réunit les braiseurs de Côte d'Ivoire sont obligés de s'adapter au contexte actuel. De ce fait, le dit festival va s'arrimer aux nouvelles technologies. Culture
Culture, musique, Afrosurf, le premier livre dédié à la culture du surf en Afrique. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'histoire du surf africain. Cela pourrait être un énième ouvrage sur le sport des rois, comme disait Jack London. Mais Afrosurf, le premier livre, documente et célèbre de manière exhaustive le surf et la street culture du continent noir, représentera bien plus que ça. Et puis la 7e édition de la nuit dédiée aux meilleurs acteurs de divertissement et de la gastronomie de Ouagadougou a été lancée ce 27 août 2020. Les Madigo sont un cadre et une cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de divertissement et de gastronomie de Ouagadougou. C'est au Burkina Faso. C'est tout pour ce rendez-vous culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Surtout n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières. Un garçon qui n'a pas d'argent a les mêmes problèmes qu'une femme qui a les seins tombés. Les deux ont besoin de soutien. Don't call an ambulance. Don't call an ambulance. I just stretched my stomach. On voit aujourd'hui les femmes, ils sont avec les chevals, les nanes. Agences de publicité, annonceurs, opérateurs économiques de tout secteur d'activité. La même publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le plus 221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le plus 237 691 333 306 pour le Cameroun et plus 241 746 290 90 pour le Gabon. Voilà, après le zigzag culturel de Marie-Paul Rudombina, eh bien ça a été enchaîné, hein. On a eu la série de gags et le monsieur qui parlait de cheval, les chevals et les nanes, quelqu'un a dit pourquoi il ne parlerait pas carrément dans sa langue, ça aurait été beaucoup plus simple. En tout cas, c'était une bonne petite séquence toujours pour vous parce que, comme on le dit, le rire c'est très important. Maintenant, voici venu le moment de parler de notre rubrique méritocratie. Alors, qui est à l'honneur aujourd'hui? La question est posée. Nous allons prendre la direction, encore une fois, du Mali. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait salué le peuple malien. Ou bien aujourd'hui, on salue encore un Malien. Il s'agit de l'imam Dicko. Cette semaine, la Palme d'Or est attribuée à l'imam Mahmoud Dicko, leader de la contestation au Mali, contestation qui a eu raison du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'imam Dicko a refusé les 50 millions de francs CFA qui lui avaient été offerts par le gouvernement. L'argent était destiné au Haut Conseil islamique comme contribution à l'organisation d'un meeting. Curieux ça qu'un gouvernement finance une manifestation contre lui-même. Et puis, autre fait bizarre, il a été transmis à l'imam 50 millions de francs CFA alors que l'on lui avait annoncé 100 millions. Toujours est-il que l'imam Dicko, qui a refusé poliment de se laisser corrompre, s'est expliqué en disant qu'il refusait l'offre par principe et non par manque de respect. Non sans préciser que la manifestation était un meeting dit de don de soi. Un meeting pour se rapprocher de Dieu afin que le Mali soit préservé de toute malveillance et calamité. Finalement, le Haut Conseil islamique a décidé de rendre cet argent, ce qui signifie que la tentative de corruption a échoué. Bravo à l'imam Mahmoud Dicko, un exemple d'intégrité à suivre.
En tout cas, c'est très important de rester intègre. Bravo à l'imam Dicko. Il y a eu des tentatives de déstabilisation des manifestations, mais il est resté ferme, droit dans ses bottes, et les millions qu'on lui a présentés ne lui ont pas tourné la tête. Et c'est comme ça qu'il faut être, nous pensons. Il faut avoir des convictions fortes qui ne devraient pas être ébranlées par des billets de banque, n'est-ce pas, Axel? Exactement. Je pense que s'il avait accepté l'argent, le Haut Conseil islamique n'aurait plus de valeur. Déjà, mais des fois, le partage de l'argent, ça crée des problèmes. Hein? Oui, en fait, ça n'aurait plus de... Parce que, en fait, dès que vous acceptez une fois, ça veut dire que vous pouvez accepter une deuxième, une troisième, et alors, toutes les décisions, en fait, peuvent changer, varier au niveau de la somme d'argent que l'on vous propose, en fait. Donc, Adrienne, plus rien du tout. Oui, Adrienne, quand vous avez une conviction forte, les billets de banque ne peuvent pas vous déstabiliser. Hein? Non. Non? Je ferai comme l'imam. Comme l'imam. Sûr, hein? Sûr. Sûr, ok, d'accord. Parce qu'après, c'est un cercle vicieux et puis on ne peut plus s'arrêter. Oui. Nogueï, à Dakar? Oui. Que vous inspire la posture droite de l'imam Dicko au Mali? Franchement, chapeau et bravo à lui. C'est quelque chose qui devrait servir d'exemple pour l'ensemble des pays africains, parce que tout le monde sait que ça, c'est la problématique commune des États africains, la corruption. Après, comme il l'a dit, ce n'est pas une question de manque de respect, mais plutôt une question de principe, de conviction, d'éthique surtout. Après, je pense que la corruption en Afrique, elle est surtout plus du fait de la pauvreté. C'est un problème qu'il faut régler, et ça, c'est un problème de développement. Il y a des gens qui sont riches qu'on arrive à corrompre. Hein. Ça aussi, bien sûr. Ça aussi, c'est vrai. D'où la question du principe et de l'éthique. Ok. Alors aujourd'hui, vous parlez beaucoup d'éthique, hein, c'est très bien. Vous parlez beaucoup d'éthique aujourd'hui. Dans les relations homme-femme, il faut de l'éthique. Dans la vie de tous les jours, il faut de l'éthique. Exactement. Et ce sont les mots de l'Afrique. Ce sont vraiment les mots de l'Afrique, les problèmes de l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique n'arrive pas à avancer dans n'importe quel domaine ou bien à se développer, en fait. Nous avons un problème d'éthique et de principe et surtout de conviction. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment se résoudre au plus vite avec cette future génération-là que nous sommes, d'où nos émissions que nous faisons sur la BTV. Bien clair. Merci beaucoup, Nogueï. Allons à Dakar, on quitte Dakar, pour aller à Accra, retrouver Sabrina. Il faut être fort dans ses convictions. Il faut pouvoir résister à l'argent. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On va prendre Sabrina tout à l'heure. Vous êtes monsieur, s'il vous plaît? Monsieur Lambert. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Enchanté. Moi, j'appelle de Libreville. De Libreville. Ok, alors quel est votre avis sur la question? Bon, mon avis sur la question, je voulais parler sur le sujet de Mamoud Dicko, parce que vraiment, je l'admire. Oui. Vraiment, les réactions qu'il avait faites, donc vraiment, je l'ai soutenu dans ça. Je ne vous perçois pas bien, je ne sais pas si Axel, vous percevez bien ce que nous dit notre ami. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Oui, on vous entend maintenant. La communication s'est coupée. Il faut dire qu'à propos de communication, nous sommes malheureux de dire que nous ne pourrons pas vraiment entrer en contact avec Josepha Pumbulu, maître Josepha Pumbulu à Kinshasa. Ça ne marche pas très bien. Retrouvons-nous maintenant à Accra avec Sabrina. Je rejoins l'avis des autres Georgettes sur le fait que cet homme soit un homme de principe, un homme d'éthique, et un homme surtout qui n'a pas laissé encore une fois de plus le mal de l'Afrique l'atteindre. Il a refusé les billets de banque. Attention Sabrina, il y a des gens qui disent je prends parce que quelqu'un d'autre va prendre si moi je laisse tomber. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas ce quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ce quelqu'un d'autre. Si vous voulez vous mettre à sa place, soyez lui, ne soyez pas vous.
Oui. Donc simplement, félicitations. C'est un exemple qu'il montre et surtout, comme le disait Nogay, c'est c'est l'un des mâles qui ronge l'Afrique actuellement, la corruption. On ne sait jamais où l'argent va et c'est pourquoi le développement tarde à arriver parce que l'argent qui doit emmener le développement lié à la mentalité sont tous les deux toujours entre deux sacs. L'argent est entre deux sacs, la mentalité est entre le sac d'argent et la personne qui transfère cet argent. Donc, je souhaite vraiment que cet exemple soit pris. Ce qui fait rigoler quand même dans cette affaire, c'est qu'il avait été annoncé à l'imam Dicko 100 millions. Et puis, on lui a ramené 50. On ne sait pas où les autres 50 millions sont passés. Dans tous les cas, il allait refuser. C'est entre celui à qui on a donné l'argent et celui qui devait restituer l'argent, il y a quand même un trajet là. Chacun prend sa part. Il y a un coupeur de route, comme on dit, qui a eu à agir. On appelle ça le coupeur de route. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les Georgettes. En tout cas, vous êtes unanime sur la question. Moi également, je suis d'accord avec vous. Il faut faire preuve de conviction forte et ne pas se laisser ébranlé par l'argent qui n'est pas du tout propre. Et pour saluer le courage et la probité de l'imam Dicko, ça ne pourrait être autrement. Il s'agit d'un imam tout de même. C'est un homme religieux, donc il ne pouvait pas se comporter autrement. Nous avons décidé de saluer ça avec une grande chanteuse malienne qui s'appelle Rokia Traoré et qui manipule très bien également la guitare. Composition de Rokia Traoré intitulée Kamouké, eh bien nous avons pu saluer la dignité de l'imam Dicko, mais nous avons pu également vous faire plaisir. Mesdames et messieurs, nous allons aborder maintenant la dernière ligne droite de notre émission et nous souhaitons que les auditeurs et les téléspectateurs interviennent. N'oubliez pas notre numéro de téléphone, c'est le 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon et c'est le plus 241 74 55 11 02 si vous appelez d'un pays bien sûr en dehors du Gabon. Est-ce que les Georgettes sont là, bien présentes? Malheureusement aujourd'hui, Carole à Douala est malade. Carole, on te souhaite un prompt rétablissement. Pulchérie est très occupée. Pulchérie, il va falloir nous revenir parce que ça fait deux samedis qu'on ne vous a pas. Et puis on aurait bien voulu entendre cette belle voix de Josepha Pumboulou, maître Josepha Pumboulou, très active dans la société civile à Kinshasa. Eh bien, les dieux de la technique n'étaient pas avec nous du côté de cette connexion Libreville-Kinshasa. Mais nous avons les autres, nous avons Nogay, nous avons Adrienne, nous avons Sabrina et nous avons Axel. Si vous êtes prêtes, on s'en va avec un sujet qui est très sensible. Vous savez que demain, c'est le 30 août et c'est la journée internationale, attendez que je dise les choses très bien, des victimes de disparition forcée. Victimes de disparition forcée est un événement qui a lieu chaque année le 30 août pour attirer l'attention de tous sur le sort de personnes dans de mauvaises conditions et dans des lieux inconnus de leur famille et ou de leurs représentants légaux. Cette journée est née en 1983 sous l'impulsion de la Fédération latino-américaine des associations des familles des détenus disparus, une organisation non gouvernementale fondée en 1981 au Costa Rica et rassemblant des groupes locaux et régionaux qui luttent activement contre l'emprisonnement secret et les disparitions forcées dans un certain nombre de pays d'Amérique latine où régnaient des dictatures militaires. Les disparitions forcées font souvent partie d'une stratégie pour faire régner la terreur. Le sentiment d'insécurité résultant de cette pratique touche non seulement les proches de la personne disparue, mais aussi leur communauté et l'ensemble de la société. Les disparitions forcées sont aujourd'hui perpétrées dans de complexes situations de conflits internes, en particulier en tant que moyen de répression des opposants politiques. Des centaines de milliers de personnes ont ainsi disparu lors de conflits ou de périodes de répression dans au moins 85 pays à travers le monde. Une disparition a un effet doublement paralysant. Les victimes sont souvent torturées et leur vie constamment menacée pendant que leurs familles passent de l'espoir au désespoir, attendant des nouvelles qui n'arriveront peut-être jamais. Une certitude, les droits de l'homme que les disparitions forcées violent sont innombrables. Avec un tel sujet, rendons-nous au Mali pour chercher à savoir où est passé le chef de l'opposition, M. Soumaïla Cissé, depuis le 25 mars 2020. Les victimes de disparitions forcées, un sujet délicat dont il faut parler en public.
Qu'en dites-vous? Faites le 074 55 11 02 pour ceux qui sont au Gabon et le plus 241 74 55 11 02 pour ceux qui sont en dehors du Gabon. Merci beaucoup Axel d'avoir si bien planté ce décor, disparition forcée. Et puis vous avez pris un exemple qui est très important, un exemple très actuel qui concerne encore une fois le Mali, où est passé M. Soumaïla Cissé, qui est le chef de l'opposition au Mali, depuis, vous avez dit, le 25 mars 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août 2020. Ça fait un peu trop de temps que ce monsieur est sans nouvelles. On n'a aucune nouvelle de lui et c'est ça qu'on appelle disparition forcée. On espère qu'il est encore bien vivant. C'est ce qu'on espère en fait, parce que plus de temps passe et moins il y a de chances de le retrouver en vie. Et ça, c'est inquiétant. Inquiétant pour la société malienne, mais inquiétant également pour ses proches, ses enfants, sa femme, sa famille. Oui, c'est étrange qu'on parle de démocratie, mais que dès que quelqu'un dérange, on le fasse disparaître, on l'enlève, on le tue. En fait, c'est vraiment... Bon, c'est vraiment triste en fait. Et la famille est là, elle ne sait pas exactement est-ce qu'il faut le pleurer, est-ce qu'il faut toujours espérer, aucun signe de vie. Pendant des mois, c'est beaucoup en fait. Et ça, c'est pas bien. Alors, en Italie, à Milan, bon, peut-être pas à Milan spécifiquement, mais en Italie, c'est des choses qu'on a vues avec ce qu'on appelle la Camorra, les Brigaderos, c'est ça, Brigade Rouge, Adrienne? Oui, c'est la Brigade Rouge, oui. Allez-y, commentez-nous un peu ça. La mafia. La mafia. Oui, ce sont des choses. Oui, la mafia, c'est un mot bien italien, hein, qui veut dire quoi? Comment? La mafia, c'est un mot bien italien qui veut dire quoi? Bah, je sais pas. On a toujours dit mafia, j'ai jamais cherché à comprendre. On sait ce que c'est que la mafia quand même, avec des pratiques. Ben voilà. Voilà. On fait disparaître des gens qui nous gênent. Ils font disparaître des gens, oui, pour souvent essayer de soutirer des sous au gouvernement ou bien, par exemple, quand il y a des appels d'offres pour essayer de rafler ces marchés, pour intimider toujours les autres. Donc, bon, ils l'ont toujours fait. Bon, depuis un moment, ça se calme un peu, mais bon, c'est pas évident. En tout cas, il faut dire que l'Italie se fait remarquer par ce genre de pratiques. Hein. C'est souvent que ça arrive. Hein. Oui, c'est souvent. Mais ce sont des règlements de compte. Hein. Bon, je sais que depuis quand même une dizaine d'années, il y a les grosses têtes qui ont été quand même capturées, qui sont derrière les barreaux. Mais n'empêche que les souverains, disons, les fils ou bien les autres membres de la famille qui sont en dehors, bon, ils continuent quand même d'exercer ce genre de mésaventures, quoi. Voilà. Et des fois, donc, on se venge et la vengeance ne s'arrête pas. Des fois, on se venge et des fois, bon, ça amène encore à des situations encore plus catastrophiques parce que bon, dernièrement, je sais qu'il y a eu un règlement de compte comme ça où il y a eu des balles perdues qui ont pratiquement perforé l'œil d'une petite fille toujours dans la zone du sud où ça se répète un peu plus souvent, ça dit vers Naples, Sicile et autres. Donc bon, il y a des conséquences assez graves. Il y a des conséquences. Et puis bon, des jeunes gens qui essaient de venger toujours leurs parents. Ça fait que bon, les zones comme Naples sont difficiles quand même. Ce sont des endroits assez difficiles où il faut vivre, quoi. Parce que bon, tu peux être là et si par malchance tu te retrouves à l'endroit où il ne faut pas en ce temps-là. Il y a un coup qui part voilà, et c'est parti. Vous le prenez, bon. Voilà, c'est ce qu'on appelle une balle perdue. Il faut dire que très souvent, c'est dans les trafics, notamment de drogue, dans les positions par rapport à certains éléments de l'économie, en tout cas. Ça, c'est très caractéristique de l'Italie. Mais en Afrique, c'est au niveau de la politique surtout qu'on assiste à ces disparitions. Des opposants disparaissent. Moi, là, comme ça, pendant qu'on parle, j'ai en tête un morceau qu'on a proposé, je crois, la semaine dernière, pendant Ça va chauffer. Il s'agissait de Franklin Boukaka. Voici un monsieur, un garçon, qui s'opposait à un certain nombre de choses, et puis un matin, une balle, il disparaît. Qu'est-ce que vous en dites, Nogueï, à Dakar? Les opposants sont pourchassés, sont éliminés de cette façon des fois. Ces disparitions sont les effets pervers de ce qu'on appelle le management de la terreur. Management de la terreur. Oui, exactement. En général, les régimes autoritaires ou bien les effets de la malgouvernance font que certaines personnes disparaissent en ce qui concerne les opposants politiques.
Tout le monde sait qu'au niveau du Mali, M. Soumaïla Cissé représentait vraiment la tête de file de l'opposition malienne. Après, on peut dire que ça fait partie des éléments déclencheurs de cette crise. Il a disparu en pleine période électorale, le 25 mars. Personne ne sait s'il est vivant, s'il est mort. Il paraît qu'il est entré en contact avec la Croix-Rouge à travers un courrier avec sa famille, mais on n'arrive pas à vérifier l'information. Donc là, on garde espoir et on espère que la junte le libère et que les choses retournent à la normale. Mais ce n'est pas un problème nouveau en Afrique, encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire. En général, les gouvernements autoritaires avaient tendance d'utiliser ce genre de méthode-là. Je me rappelle aussi du cas de la Guinée avec le camp Boiro de M. Sékou Touré. Tout le monde sait que ça avait créé vraiment beaucoup de disparitions au niveau de son gouvernement. Je me rappelle du cas de M. Diallo Telli. J'avais regardé un documentaire sur ça. Sa famille témoignait et disait que ça faisait des années qu'ils n'avaient aucune nouvelle de lui. Et c'est seulement après 10 ans, je pense, qu'ils ont eu la confirmation qu'il était décédé au niveau de ce camp Boiro. En général, ils sont torturés, tués, et quand on a beaucoup de chance, on est libéré. Mais ça arrive très, 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 très rarement. C'est un style de management qui marche parce que c'est une communauté qui a peur est une communauté qui ne se soulève pas, en fait. Et pourtant, en Afrique du Sud, par exemple, c'est vrai, il y a eu beaucoup de disparitions, beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de massacres, mais le peuple sud-africain est resté debout contre l'apartheid. On a eu les morts de Steve Biko et tout, mais le peuple sud-africain a tenu. C'est vrai et c'est très bien d'ailleurs. Ce sont des exceptions. Ça, ce sont des cas exceptionnels qui arrivent. Et je peux dire même qu'avec notre génération, nous n'avons pas peur de cela. Nous n'avons pas peur de ces disparitions-là, de ces méthodes répressives en fait. Donc l'époque n'est plus où on se dit tiens, un tel disparaît, ou bien un tel doit être emprisonné et que le peuple ne se soulèvera pas. Encore une fois, on est dans une époque, un nouvel ordre mondial où la souveraineté revient au peuple, où le dernier mot reviendra au peuple, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. OK. Et ça, c'est noté, c'est bien noté. On note l'expression que vous avez utilisée, le management de la terreur. Qu'est-ce que vous en dites, Sabrina Accra, au Ghana? Exactement. C'est une situation qui réveille qui réveille deux émotions. Soit le peuple se rebelle vis-à-vis de ce que le gouvernement fait ou vis-à-vis des disparitions qui se produisent au niveau national, soit le peuple se tait parce que ayant peur que cela continue. Si on a enlevé un opposant aujourd'hui et le peuple continue de se rebeller en disant on veut qu'il revienne, demain on va enlever un autre et ainsi de suite. C'est surtout en période électorale que cela se produit, même dans nos pays respectifs. Il faut le dire, même au Gabon et autres, c'est des trucs qui se répètent d'année en année et parfois c'est pas toujours durant des périodes, on va dire d'élections présidentielles. Même pour les plus petites élections comme les élections législatives vont arriver, on va toujours se dire que voilà, les gens ont peur, les familles ont peur. Là, on parle par exemple du cas des hommes politiques qui sont enlevés pendant les élections présidentielles, mais il y a aussi des moments où c'est pas des hommes politiques, c'est des citoyens lambda, comme on le dit souvent, qui disparaissent. C'est des enfants qui disparaissent. Des citoyens qui empêchent de tourner en rond, comme on dit. Voilà, les citoyens, lorsqu'ils expriment leur mécontentement, lorsqu'ils expriment leur opinion sur une quelconque thématique qui mine le pays, alors le lendemain, on apprend qu'il ou qu'elle a disparu. La chose la plus dommage dans cela, c'est qu'il n'y a aucune institution vers laquelle il faut se tourner et qui nous donnera des réponses exactes. Comme l'a dit Nogueï tout à l'heure, c'est quand même difficile de vivre avec quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer parce que du jour au lendemain, il peut être enlevé, il peut être ravi de sa famille et on ne saura jamais qui l'a ravi, on ne saura jamais où est-ce qu'il est parti parce qu'il a simplement voulu exprimer ce qui bouillonne au plus profond de lui. Ça me rappelle un film, je pense que c'est un film de je sais pas, burkinabé, un truc comme ça qui est intitulé « Quand les éléphants se battent ».
Dans ce film, ça révèle vraiment cette thématique, la disparition. Une femme qui cherche son mari simplement parce qu'il a osé dire ce qu'il ne fallait pas. Donc que ça change désormais, qu'il y ait vraiment des institutions vers lesquelles on peut se tourner lorsqu'on a des questions à se poser vis-à-vis de nos parents, de nos proches ou même des personnalités publiques qui disparaissent. Et c'est bien pour ça que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a décidé de décréter le 30 août, c'est-à-dire donc dans notre cas demain, journée internationale des victimes de disparition forcée. Voilà, je crois qu'on a fait de la sensibilisation, on a rappelé le sens de cette journée, on a mis le doigt sur un cas, j'allais dire pratique, avec la disparition actuelle depuis le 25 mars de M. Soumaïla Cissé au Mali. Eh bien, on espère le retrouver un de ces 4 matins, et c'est l'occasion de lancer un appel aux uns et aux autres, que ce soit à la maison, en entreprise, au niveau de l'État. Eh bien, il faut pouvoir permettre aux uns et aux autres de s'exprimer et des fois d'exprimer des avis contraires à ce que l'on a. Et c'est comme ça des fois, comme on dit, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Je vous laisse dire votre mot de fin, Sabrina, parce que nous allons boucler notre émission. Quels sont vos vœux pour la semaine qui arrive? Déjà, mon premier vœu, c'est d'abord que la famille du disparu continue d'espérer et de prier pour qu'il soit retrouvé. Et ensuite, je souhaite une très bonne semaine à toutes les Georgettes, à vos familles respectives. Un joyeux anniversaire particulier à ma fille Théophina, Jane Orchidée. Et que Dieu vous bénisse tous. Surtout que l'école reprenne. Je suis fatiguée de rester à la maison. Ok, c'est entendu, c'est bien noté. Bon week-end à vous et bonne semaine. Nogueï, nous sommes à vous. Quels sont vos vœux pour la semaine qui va démarrer? Je souhaite tout d'abord que la situation au niveau du Mali soit rétablie au plus vite et qu'on prie vraiment pour que M. Soumaïla Cissé ressurgisse, qu'il soit bien vivant et qu'il reprenne les choses en main là où il les avait laissées. Et je souhaite aussi une très bonne semaine à toutes les Georgettes et à l'équipe de Georges aussi. Et merci. Voilà, je vous souhaite également une très bonne semaine et déjà un très bon week-end. Axel? J'espère que les choses vont changer à partir de la semaine prochaine. Ah, mais il faut un engagement pour que les choses changent. Les femmes ne seront plus il faut que les uns et les autres s'engagent pour que les choses changent. De prostituer à tort et à travers pour leur choix, pour leur manière de vivre, et qu'il y aura un peu plus de respect envers les femmes et un peu plus d'égalité. Et que le mot démocratie, liberté d'expression ait un sens en fait en 2020. Ce ne sont pas juste des termes, des théories de l'utopie en fait. Voilà, c'est bien noté. Et je pars maintenant à Milan. Adrienne, votre mot de fin, vos vœux? Ben voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, le 24 août déjà, le vaccin a été annoncé, donc injecté dans le premier patient. Et donc, tous mes vœux, les souhaits, c'est que nous puissions passer ce cap de la psychose, puisque là, les nouveaux cas qui continuent de grimper. Hier, en 24 heures, on était déjà à 1462 nouveaux cas et 9 décès. On est passé à 35 481 victimes de la Covid. Donc, on est dans cette anxiété et mon souhait, c'est vrai que le vaccin procède normalement comme il se doit et que d'ici l'automne, comme ils l'ont dit, en début d'automne, qu'on puisse maintenant commencer à traiter les malades. Voilà, ça c'est mon souhait. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine. C'est la même chose que je souhaite à vous qui nous avez suivis de votre poste de radio, de votre téléphone portable ou de votre poste téléviseur. Merci encore et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro de Ça va chauffer. Pour bien nous quitter, nous vous proposons une chanteuse tunisienne. Elle s'appelle Amel Matlouti. C'est une chanteuse engagée pour la liberté et je crois que c'est de cette façon que nous allons nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas que cette émission, elle est utile et elle est aussi agréable. Au revoir les Georgettes, au revoir messieurs, dames et à bientôt.